Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire, c'est Conor O'Ryan, le directeur général d'Ecosem, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. On verra avec lui comment rendre la production de ciment moins énergivore, comment décarboner le secteur de la construction. Auparavant, je reçois Michael Cournoult, directeur Europe du Nord et Sud d'Interface, entreprise spécialisée dans les solutions de revêtement de sol, qui veut afficher une empreinte carbone négative et régénérative dès 2040. Dans notre Zoom, on va découvrir le guide durabilité publié par Planète CSCA, c'est le syndicat patronal des courtiers d'assurance. On verra notamment ce que change la loi industrie verte pour leur métier. Puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Fredo, c'est un nouvel acteur du vélo partage en ville. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Michael Cournoult. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur marketing Europe du Nord, Europe du Sud d'Interface. C'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans les solutions de revêtement de sol, reconnue pionnière dans des revêtements modulaire et durable. Si vous devez décrire cette entreprise, je crois qu'elle fête ses 50 ans cette année, qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien, on est vraiment le fabricant de revêtements de sol le plus engagé dans les performances environnementales, et cela depuis plus de 30 ans maintenant. Ouais. Donc, le leader mondial du revêtement de sol modulaire, et une entreprise toujours à la pointe en termes d'innovation. Ça veut dire quoi un revêtement de sol modulaire ? Alors, faisons un peu de pédagogie. Effectivement, le modulaire. Alors le modulaire, c'est ce qu'on va pouvoir bouger, remplacer. Donc c'est des dalles. En fait, on est vraiment passé au départ du rouleau de moquette qui était collé à des dalles de moquette de 50 par 50 qui nous permettaient en fait d'avoir un accès au plancher technique et également de remplacer facilement les dalles. Et ensuite, en revêtement de sol modulaire au sens plus large, on a également une gamme de vinyle, donc du LVT. Et aussi des produits en caoutchouc de la marque Nora qui sont à la fois modulaires et du rouleau. Ouais. On va rentrer un peu dans le détail de tout ça. Entreprise créée il y a 50 ans, je l'ai dit, avec un fondateur, Ray Anderson, qui a transformer le business model, on peut dire ça ? Oui, alors complètement, c'est ça. Donc fondé dans le début des années 70, et on a toujours fabriqué de manière totalement linéaire pendant plus de 20 ans. Donc vraiment extraction des matières premières, transformation et fin de vie. Le modèle classique. Et donc d'un seul coup, il se dit, on va mettre de la circularité. Exactement, c'est en 94. Il y a eu ce qu'on appelle un peu la vision. C'est parti d'une question. La question d'un client qui nous a demandé qu'est-ce que vous faites pour l'environnement ? Et la réponse à l'époque, c'était rien. On était sur une dalle textile, donc du pétrole, 100% pétrole, rien de pire. Et il a commencé à se renseigner, à lire notamment un livre de Paul Hawken, qui est The Ecology of Commerce, qui montre vraiment à quel point on peut être profitable, gagner de l'argent, on est une société cotée en bourse, tout en faisant les choses bien. Et il a vraiment posé la question de comment je peux faire en tant que numéro 1, quel est mon impact et qu'est-ce que je peux faire pour justement réduire cet impact et avoir un impact positif. Et alors, comment il est passé de ce modèle linéaire, ultra classique, à un modèle circulaire ? Alors, ça a été vraiment par étapes. On a eu 2 ans de mise en place entre 94 et 96 d'une feuille de route avec 7 axes principaux qui étaient le prémisse de l'économie circulaire, justement, comment trouver une nouvelle vie aux déchets, comment intégrer du recyclé. À l'époque, le recyclé, personne n'en parlait, voir s'il y avait une alternative. Il y a vraiment des points qui aujourd'hui, zéro émission nocive, vraiment des points aujourd'hui qui paraissent anodins. Et 2 points qui sont assez intéressants, je pense, aujourd'hui, c'est la sensibilisation des parties prenantes. Ça, c'était quelque chose qui, dans notre mission zéro, à l'époque, ça s'appelait mission zéro, qui consistait à ne plus avoir d'impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. C'était vraiment, on ne pourra rien faire si on est tout seul. Donc on a besoin de nos fournisseurs, de nos clients, de nos employés. Nous-mêmes, on a été vraiment intégrés dans des groupes de travaux pour pouvoir vraiment réduire tout. Mais si on prend peut-être votre produit le plus vendu, c'est quoi ? C'est une dalle à l'époque, ça devait être la 580, qui est vraiment... alors la 580, je rentre dans du détail très technique, mais pourquoi c'est une dalle de moquette, c'est ça ? C'est la dalle de moquette classique qui faisait 580 grammes. Donc à l'époque, 500... Voilà, donc fibre polyamide. D'accord. Vous avez plusieurs couches. Les 2 principales sont la sous-couche, qui permet justement de rester au sol, et les fibres. Les fibres du pétrole, du nylon, impossible à recycler. Comment on a fait ? On a eu au début plusieurs axes différents. Réduire.
voir si on pouvait avoir moins de quantité de matière, ce qui aurait évidemment réduit la matière. Donc on a développé des nouveaux produits avec moins de grammage, tout en ayant les mêmes performances techniques, ce qui était le plus important. Vraiment d'un point de vue produit, ensuite, il y avait plus de recyclés. Est-ce qu'on peut trouver une nouvelle vie à notre produit, à notre matière première? Et également, est-ce qu'on peut utiliser une autre matière première? Ça a été le cas. On a développé en 2011 la première fibre 100% recyclée, issue de dalles de moquette récupérées, mais également de filets de pêche. Donc on était vraiment sur une source extérieure. On a eu un programme même de nettoyage des océans, où on a pu récupérer les filets de pêche abandonnés et refaire de la moquette avec ça. Et le dernier développement, c'était l'alternative. Est-ce qu'il y a une fibre biosourcée qui aurait été possible? Et pas à l'époque, mais aujourd'hui c'est possible. On a une fibre biosourcée à partir d'huile et de résine naturelle qui permettent de réduire l'impact. Ça veut dire qu'il a fallu presque créer des filières, ou en tout cas trouver des partenaires d'accord pour en partir dans l'aventure, si je comprends bien. Complètement. Il y a un des plus beaux exemples, c'est notre partenaire de fibre, justement. Donc on est vraiment au niveau mondial, on a plusieurs on s'approvisionne chez plusieurs fournisseurs de fibres. Et on avait un tout petit à l'époque, c'est Aquafil, qui représentait vraiment un tout petit peu, même pas 2-3% du marché, et qui s'est vraiment investi avec nous. Et on a collaboré, on a co-travaillé pour justement développer cette fibre 100% recyclée. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça a ouvert des débouchés à la fois pour Aquafil et pour nous. Déjà, il n'y avait pas d'exclusivité. Donc, ça a pu aussi ouvrir un marché pour eux. Ce qui est super, c'est que notre fibre filet de pêche Econil, c'est également maintenant dans la mode. On a du textile. On a Prada qui a fait du vêtement avec les filets de pêche. Donc, c'est super, ça a fait des débouchés. Et aujourd'hui, Aquafil, c'est près de la moitié de notre approvisionnement en fibres. Donc ça, c'est super. Mais il n'y a pas que le produit. C'est ça qui était intéressant. Là, les exemples, c'était sur le produit, mais on a aussi transformé nos usines. On a plusieurs usines. On est vraiment on essaie de travailler le plus local possible. Donc tout ce qui est vendu en Europe est fabriqué en Europe. D'accord. Pour l'Europe, c'est aux Pays-Bas. Et donc votre usine, prenons l'exemple de l'usine néerlandaise. Quelles caractéristiques, ou alors comment vous l'avez fait évoluer? Alors on a vraiment tout transformé. Déjà, on a travaillé pour ne plus avoir de déperdition d'énergie. Donc vraiment bien tout isolé pour que tout reste. Et ce qui nous a permis d'avoir une réduction de 50% de la consommation énergétique. Ce qui nous a aussi permis... Et de passer la crise énergétique un peu plus facilement que les autres, peut-être? Alors, vous en avez souffert quand même, mais bon. C'est possible parce que déjà, moins d'énergie utilisée, plus intéressant. On avait quand même des intrants un peu plus chers parce que l'économie nous permettait d'investir dans des produits qui, à l'époque, étaient un peu plus chers. Quand on parle de biogaz, en 2012, c'était beaucoup plus cher. Mais oui, en tout cas, sur ces points économiques de crise, c'était bien. Zéro consommation d'eau aussi, ça c'était un point extrêmement important. Dans cette usine, donc ça veut dire quoi? Une boucle fermée. Boucle fermée, donc on a un système de refroidissement et réchauffement qui permet juste... On est au départ une industrie très très consommatrice d'eau, et là en fait d'avoir... zéro consommation d'eau en plus, si ce n'est les toilettes de l'usine, quand même à calculer. Et ce qui nous a permis, en fait, tous ces points à l'usine, de l'énergie verte, nous a permis d'avoir une réduction des émissions de gaz à effet de serre de nos usines de 97% par rapport à 1994. Donc ça a été énorme. Et en 2020, ça a été vraiment notre premier succès où justement... réduction totale de ce qui était possible de notre empreinte négative a été réalisée. Donc là, vous passez, je disais ça en titre, cette ambition d'afficher une empreinte carbone négative et régénérative rapidement, dès 2040, c'est dans 15 ans. C'est dans 15 ans maintenant. Donc ça veut dire quoi, ça, une empreinte carbone régénérative? Alors concrètement, c'est de créer de la valeur environnementale. On va dire que dans tout ce qui va être RSE, souvent on parle d'environnement économique et social. On essaye vraiment de travailler sur les 3 points, donc autant l'économique que le social, mais chez Interface, c'est vraiment le point environnement qui est le plus important. Et concrètement, c'est de développer des produits qui vont créer de la valeur. Donc, comment ça va passer chez nous en tant qu'industriel? C'est d'avoir des produits qui vont pouvoir séquestrer le carbone. Donc, ça arrive déjà. On a 2 points. Alors, à l'époque, je disais, attention, notre moquette, ça va pas être un aspirateur à CO2. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des produits biosourcés, des matières premières biosourcées qui ont elles-mêmes séquestré du carbone dans leur première vie. On les prend d'une certaine façon, on les encapsule dans notre produit. On les fabrique de manière neutre, en tout cas sans énergie supplémentaire, qui vont permettre de proposer à nos clients dès aujourd'hui un bilan carbone négatif à ces produits.
pour juste donner un ordre de grandeur, en 94, une dalle de moquette, c'était 20 kg de CO2 par mètre carré. Ensuite, avec toute la réduction, on est arrivé aujourd'hui en moyenne à 3 kg de CO2 par mètre carré, ce qui était vraiment déjà énorme. Et là, on a des produits qui sont à moins 1 kg de CO2 par mètre carré. Et l'autre élément, on travaille aussi sur une matière première qui est fabriquée à partir des émissions de CO2 eux-mêmes d'usines. Donc ça, c'est vraiment une belle boucle. Alors, vous êtes en ce moment en train de participer à une émission dans laquelle vous parlez de vos solutions, mais est-ce que vous communiquez beaucoup sur ce que vous faites finalement? Alors, en plus, question marketing, on communique. Alors, on n'a jamais été les meilleurs communicants, on n'en dit pas beaucoup. Déjà, il y a plusieurs raisons qui font... C'est des sujets assez complexes. Vous avez peur d'être accusé de greenwashing? On fait attention à ça. On a la chance d'avoir tellement de preuves, d'historique et d'expertise dans le domaine que du greenwashing chez Interface, c'est clairement pas possible. Mais il y a eu des éléments qui ont été assez, j'allais dire contraignants, pas contraignants, mais plutôt développants. Typiquement, la neutralité carbone. Moi, je suis sur plusieurs marchés, avec l'Europe du Nord, l'Europe du Sud. Quand on était en 2020, notre succès, on était neutre en carbone. Sauf que on peut pas communiquer. Et justement, quand l'ADEME avait communiqué sur attention, on peut pas être neutre en carbone, c'est pas possible. Ça se calcule à la dimension d'un écosystème, pays, d'un écosystème, et pas d'une entreprise ou d'un individu. Et puis il y a un point essentiel, c'est qu'à un moment il y a eu la course à la neutralité carbone où tout le monde était neutre en carbone et que c'était 90% de compensation. Nous, on n'avait pas de compensation. Enfin, on avait une grosse réduction et le reste était compensé. On s'est posé la question. Donc moi, je demandais à mes équipes de ne pas communiquer sur la neutralité carbone en France. On communiquait aux États-Unis, on communiquait dans le reste de l'Europe. Mais justement, une règle française a fait qu'on en a parlé chez nous. Et on s'est dit, c'est vrai, si on doit finir avec les compensations, est-ce que ce ne serait pas intéressant de réinvestir ces compensations dans une réduction encore plus drastique pour avoir plus de produits à bilan carbone négatif? Et c'est ce qu'on a fait. Donc on n'est plus neutre en carbone, mais on travaille sur une économie régénérative pour 2040. Depuis tout à l'heure, je vous écoute et je n'oublie pas que cette entreprise, c'est une entreprise américaine, fondée par un Américain, Ray Anderson, il y a 50 ans. Est-ce qu'il y a des mots que vous n'utilisez plus sur le marché américain, puisque Donald Trump a fait la liste des mots interdits, dans lequel il y en a beaucoup qui concernent le climat et les efforts en matière environnementale? Alors là, c'est la force qu'on a dans cette entreprise. Elle a beau être américaine, on arrive à garder notre personnalité. Et s'il y a des choses qui, auprès de notre CEO, de notre gouvernance et de nos actionnaires, va à l'encontre de notre ADN, qui est vraiment cette performance environnementale, on continuera. Mais parce que dans l'Amérique de Donald Trump, ce que vous faites, c'est faire de la politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Ray Anderson était un conseiller de Bill Clinton. Donc vraiment, c'était tellement fort d'avoir un industriel américain qui voulait tout transformer que, moi, à mon niveau, parler politique, ça va être plus compliqué, mais en tout cas, je sais que les changements politiques n'ont pas influencé notre stratégie. Et c'est vraiment un point essentiel chez nous. Merci beaucoup, Mickaël Cornoud, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre Zoom. On va parler du métier de courtier d'assurance, au cœur notamment de la loi Industrie verte. C'est le Zoom de ce Smart Impact avec Christophe Aubourg. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Planète CSCA, syndicat professionnel des courtiers d'assurance. Quelles sont vos missions? Combien d'adhérents? Présentez-nous Planète CSCA. Alors donc Planète CSCA est donc le syndicat représentatif de la branche du courtage. La branche du courtage, c'est 45 000 collaborateurs. Et donc comme toute organisation professionnelle, nos principales missions sont de représenter nos adhérents, d'influencer en fait l'ensemble des textes qui nous impactent, et puis surtout de délivrer du service à ces adhérents. Aujourd'hui, c'est 2500 cabinets qui adhèrent à notre syndicat, qui vont des plus grands cabinets de courtage, grandes entreprises françaises de plus de 7000 collaborateurs ou filiales de groupes américains, à l'entreprise unipersonnelle au bout de la chaîne. Donc vraiment, voilà, un panel extrêmement varié et représentatif. Le cabinet moyen de courtage en France, c'est 3-4 collaborateurs. D'accord, avec notamment, entre autres, c'est pas le seul service que vous proposez, mais un guide durabilité que vous remettez à jour en fonction de l'évolution des réglementations, j'imagine. C'est quoi l'objectif de ce guide durabilité? Alors, comme je disais à l'instant, notre principale mission, c'est de
proposer des services à nos adhérents, donc des guides, des outils, décryptage de la réglementation, de l'anticipation. Et c'est vrai que la RSE et la durabilité plus globalement montent en puissance depuis quelques années. Donc c'est la raison pour laquelle on a rédigé ce guide qui finalement reprend l'ensemble des réglementations à la fois françaises ou européennes qui sont entrées en vigueur ces dernières années, avec à chaque fois quelque chose de très pratico-pratique qui, d'une part, décrit les nouvelles obligations qui impactent les courtiers, et puis ensuite les accompagne, les aide à mettre en place et à décliner ces réglementations dans leur cabinet. Oui, donc l'idée, c'est d'aider les clients à intégrer d'une façon très opérationnelle ces directives dans leur stratégie, dans leurs actions quotidiennes, c'est ça ? Exactement. Les courtiers sont donc mandatés par leurs clients. Ouais. Ils sont intermédiaires entre le client final, qu'il soit particulier, professionnel ou entreprise, et le porteur de risque, l'assurance. Oui. Et donc, ils délivrent du conseil à forte valeur ajoutée. Oui. Et c'est vrai que la sensibilité à la RSE depuis ces dernières années des particuliers en particulier nous amène derrière à délivrer du conseil sur ces aspects green. Oui. Alors, soit ils sont imposés par la réglementation, c'est le cas par exemple de la loi Industrie Verte de 2023, qui effectivement impose pour les produits d'assurance vie du conseil sur toute la durée du contrat, et notamment de proposer à chaque client des unités de compte sur les produits d'assurance vie avec des supports verts. Qu'est-ce que ça change à votre métier, ça, concrètement, cette loi Industrie Verte ? Alors, ça complexifie quand même davantage le conseil aux clients. Ça demande évidemment de se former, et ça, c'est important pour nos courtiers de se former tout au long de leur carrière. Et puis, je crois que l'aspect positif, c'est que ça met une empreinte encore plus importante du rôle sociétal du courtier et de son positionnement finalement vis-à-vis de ses clients et puis vis-à-vis des enjeux sociétaux. Mais ces enjeux de durabilité, voire ces impératifs, puisqu'on parle d'obligations légales, les assureurs s'en préoccupent aussi. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Vous faites quoi ? Vous êtes là pour les aiguillonner, pour faire une piqûre de rappel, ou alors pour conseiller vos clients en allant vers les assureurs les plus avancés en la matière ? Alors, les assureurs ont aussi beaucoup d'obligations en la matière, ça, c'est clair, plus que les intermédiaires. Ils nous en imposent aussi par ruissellement, évidemment. Nous, notre rôle, c'est véritablement le conseil aux clients. Donc, l'impact, il se situe au niveau du conseil. Après, chacun prend sa responsabilité dans la chaîne en fait de valeur de l'assurance. Mais nous, évidemment, on se concentre sur ce conseil à forte valeur ajoutée aux clients. Est-ce que, si je reste sur la loi Industrie Verte, vous trouvez encore pas mal de clients qui sont un peu pas en retard en termes de volonté, mais en termes d'information ? C'est-à-dire qu'ils ne savent pas exactement ce à quoi ils doivent se conformer rapidement, à court ou à moyen terme. Je pense qu'on a un phénomène de complexité de notre réglementation qui est vraiment criant. C'est un message, nous, qu'on porte souvent de simplification, mais de véritable simplification, pas de gommer. Donc ça, c'est vraiment difficile pour le consommateur, finalement, de suivre toutes ces réglementations qui s'enchaînent au niveau français, au niveau européen. Donc, je ne pense pas qu'il manque d'informations, puisque le courtier, c'est son rôle aussi de conseiller et d'informer son client. Mais je pense que cette réglementation, à vouloir trop bien faire, elle est devenue trop complexe. D'ailleurs, au niveau européen, avec l'arrivée de la nouvelle Commission européenne, il y a une forme de retour un peu en arrière sur les textes. Alors on va y venir sur ce qui vient notamment d'être voté au Parlement européen sur le bilan extra-financier, sur la CSRD et aussi sur le devoir de vigilance, la CS3D. Mais je reviens sur la formation. En fait, ça suppose pour vos adhérents de se former en permanence ou d'être en une sorte de vigie, en alerte sur ces règlements qui évoluent rapidement ? Absolument, oui. Alors, il y a d'abord une obligation de formation qui est de 15 heures par an. Et puis au-delà de ça, et c'est le rôle aussi du syndicat, de proposer à nos adhérents des formations sur des sujets d'actualité, sur des sujets un petit peu plus pointus, pour qu'en effet, ils s'accompagnent en fait également leurs clients sur ces différentes évolutions. Alors, votre avis sur ce qui vient de se passer au Parlement européen, là, une majorité droite extrême droite qui se crée pour vider, on va dire, une partie du pacte vert, du Green Deal, de sa substance, notamment sur ces deux directives CS3D, CSRD.
Il y a un côté yo-yo qui doit être un peu compliqué à gérer pour des métiers comme vous. Pour nous, parce que c'est vrai qu'on avait essayé d'anticiper l'entrée en vigueur de ces réglementations, parce que ça prend du temps à mettre en œuvre, ça demande évidemment des investissements financiers. Donc c'est vrai que le retour en arrière pour ceux qui avaient effectivement anticipé la démarche c'est un petit peu compliqué à vivre parce qu'il va falloir tout modifier de nouveau et on sait que c'est souvent des investissements sur les systèmes d'information qui sont assez lourds. Comme je disais tout à l'heure, je pense que ces réglementations étaient trop contraignantes. La CSRD, par exemple, 800 pages, c'était... Oui, mais on pouvait la simplifier sans l'abandonner, quoi, ou sans la vider de sa substance. Je ne sais pas si elle est totalement vidée de sa substance. Je force un peu le trait, mais bon, elle est beaucoup moins contraignante. Et puis elle va concerner beaucoup moins d'entreprises, seulement les très grandes entreprises, etc. Donc, si je prends l'exemple des courtiers, nous, on est quand même assez satisfait du relèvement des seuils. Oui. Qui, comme je disais tout à l'heure, 90% de nos adhérents sont des PME. Oui. Et donc, pour une PME, appliquer ce type de reporting extra-financier, c'est totalement déraisonnable. C'était trop compliqué. Trop compliqué, et c'est, avec la meilleure volonté du monde, c'est inapplicable. Nous, on le voit bien sur le terrain, il y a véritablement beaucoup d'irritants sur ces sujets. Je remplis des questionnaires et des questionnaires et des questionnaires, et à la fin de la journée, pourquoi faire exactement ? Je pense que ce qui manque sur ces sujets, au niveau européen comme au niveau français, c'est une véritable vision sur où nous voulons aller avec ce type de réglementation. Parce qu'aujourd'hui, elles sont plutôt vécues comme des contraintes et non pas comme des perspectives positives de protection de l'environnement et plus globalement de RSE. Est-ce que vous êtes... Alors, le problème, c'est que... J'allais vous dire, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Sauf que, bon, le gouvernement, on sait qu'il est plutôt dans une logique de précarité que de vision à long terme. Mais dans vos métiers en matière de régulation, d'incitation pour favoriser cette durabilité, vous attendez quoi ? De la stabilité ? Ou alors de la simplification, vous en parliez tout à l'heure. Alors, avant tout de la stabilité, effectivement, puisque depuis un certain nombre d'années, on a des textes qui s'enchaînent et je dirais que la difficulté pour nous, c'est d'arriver à les déployer correctement dans un timing contraint. Et lorsque vous avez à peine déployé le premier texte qu'un deuxième arrive, et donc finalement c'est mal déployé, pour être très, très honnête. Donc de la stabilité évidemment, mais aussi de la simplification, parce qu'on a des textes finalement qui, à la fin de la journée, sont votés pour protéger le consommateur et le client, mais qui finalement, nous constatons aujourd'hui que ça a plutôt l'effet inverse. C'est tellement complexe que le client ne lit plus. Ne lit pas les 15, 20, 30 pages. Et donc on n'atteint pas l'objectif de durabilité. Exactement. Donc nous demandons la simplification pour précisément atteindre cet objectif. Est-ce que, alors à l'inverse, si on essaye de positiver, il y a un texte, alors voilà, c'est pas une colle, mais c'est sur les 10, 20 dernières années où vous dites, tiens, celui-là, il a mis dans le mille, quoi. Il a atteint sa cible, il fonctionne, il faut surtout pas y toucher. Vous diriez quoi ? Alors, je pense que le texte qui a atteint sa cible sur différents aspects, assez emblématique, c'est la loi Pacte. C'était la première grande loi finalement du premier quinquennat du président Macron. Et je crois que pour le client comme pour les professionnels, il y a eu véritablement un win-win qui permet aujourd'hui de faire encore avancer les choses. Je vais prendre un exemple, c'est la mise en place du PER. Ça, c'est véritablement une avancée pour les clients, d'avoir un produit beaucoup plus simple, parce qu'avant, on avait effectivement des choses... Là, on a un seul produit, alors avec différents compartiments à l'intérieur qui permettent aussi que chacun, finalement, trouve son besoin, et puis qui permet de préparer la retraite. Donc, c'est un sujet d'actualité. Je crois qu'on peut que se réjouir d'avoir un produit par capitalisation disponible. Alors, il nous reste une grosse minute. Vous vouliez parler de vos actions en matière de mécénat. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ? Planète CSA a été très engagée depuis de nombreuses années. Et donc, on a voulu finalement s'engager sur trois sujets. Deux premiers qui sont en faveur des personnes éloignées de l'emploi. Donc la Planète CSA est mécène de la Fondation Entrepreneurs de la Cité, qui propose du microcrédit à des entrepreneurs qui se lancent sur de la micro-entreprise, ce qui permet de les acculturer au sujet d'assurance et d'avoir accès à des produits de marché solidaires.
Ça, c'est un premier enjeu. Donc, nous sommes mécènes de cette fondation, mécénat financier, mécénat de compétences. Et puis, l'association Assure-moi un projet, dont j'ai l'honneur que j'ai l'honneur de présider, qui, elle aussi, œuvre en faveur des personnes éloignées de l'emploi, mais cette fois-ci, pour les remettre dans un circuit de compétences et de formation pour atteindre de nouveau une compétence en matière de courtage ou d'assurance. On a formé un peu plus de 300 personnes depuis 5 ans et plus de 95% en fait ont obtenu un CDD ou un CDI à la sortie. Donc on est très fiers de cette action inclusive et solidaire. Et puis une dernière petite qui me tient à cœur également, c'est l'association Foot en Cœur, dont nous sommes également partenaires, qui vise cette fois-ci à emmener des enfants, soit en situation de handicap, soit hospitalisés, à aller à une rencontre de foot. Et voilà, c'est extraordinaire de voir leur bonheur, en fait, de croiser éventuellement un joueur à la fin du match. On leur offre un maillot. C'est une initiative qui vient du Nord, de Lille précisément, et puis on l'a déployée dans un certain nombre de clubs de foot. Le dernier en date étant Le Havre, dont j'ai l'honneur également d'être actionnaire, et donc j'ai contribué à mettre en place ce système au Havre. Merci beaucoup Christophe Aubourg et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre grand entretien, c'est la rubrique Prêt pour l'impact. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois Conor O'Ryan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'Ecosem, groupe irlandais spécialisé dans la fabrication de ciment et de liant bas carbone. Vous êtes quand même bien implanté en France, notamment à Dunkerque et à Fos-sur-Mer. On va évidemment parler du secteur, des enjeux de décarbonation, de ce que représente le ciment et le bâtiment dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Mais j'ai une petite question de curieux. Il vient d'où le tropisme français ou l'amour de la France? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là d'Ecosem. Non, vous pouvez aller jusqu'à là, l'amour de la France. Donc Ecosem est une entreprise familiale et ma famille a déménagé en France depuis l'Irlande quand j'avais 8 ans. Ok. Je suis parti travailler dans d'autres pays, mais je suis toujours revenu en France. Là, j'habite là depuis 2019. Et toute ma famille directe, mes frères, mes parents, ils habitent toujours en France. Et nos enfants, etc., habitent tous ici. Donc, c'est vraiment une histoire d'amour avec... Il y a énormément de respect entre les deux cultures françaises et irlandaises. C'est vrai. Je suis aussi directeur de la Chambre de commerce Irlande-France. Et il y a énormément d'entreprises françaises installées en Irlande et irlandaises installées en France. D'ailleurs, je crois que la France est le premier pays en Europe pour le financement international des entreprises qui s'installent en France. Donc, ça devient un pays qui est très, très attractif pour l'industrie, et on en profite beaucoup. Ouais. Alors, ce secteur-là, dont vous êtes un acteur important de la production de ciment, et donc par capillarité du bâtiment, ça représente quoi aujourd'hui? C'est quoi l'enjeu environnemental du secteur aujourd'hui? Pour mettre ça en contexte, le béton, après l'eau, est le matériau le plus consommé sur Terre. C'est le matériau de construction le populaire globalement. Et pour de très bonnes raisons. C'est très résistant et c'est très durable. D'ailleurs, il y a un exemple aujourd'hui, la plus grande utilisation de béton non renforcé au monde entier est à Rome, dans le Panthéon, et toujours présent plus de 2000 ans après sa construction. Malheureusement, le béton a un secret, c'est le ciment. Et le ciment, c'est ce qui fait que tous les éléments du béton sont tiennent ensemble. Oui. Le ciment, c'est la colle qui rassemble le béton. Et le ciment est responsable pour presque 8% des émissions globales de CO2. Donc c'est plus que tous les avions, tous les camions et tous les bateaux réunis. Donc c'est un problème très sérieux qu'il faut adresser. Donc c'est un levier de transformation qui est lui aussi très important, c'est ça qui est intéressant. Exactement, et vous avez des pays en voie de développement qui ont besoin de béton. Nos sociétés reposent sur le béton. Je suis venu aujourd'hui en métro construit en béton, on est dans un bâtiment construit en béton, il y a des tunnels en béton, les ports sont en béton, etc. etc. Et on ne va pas supprimer le béton de nos villes et de nos usages. Donc il faut faire un ciment moins énergivore. C'est là-dessus que vous travaillez depuis des années, c'est ça? Exactement, vous avez entièrement raison. Et la raison, donc, les économistes pensent qu'il va y avoir l'équivalent d'une ville de New York en béton construit tous les mois
jusqu'à 2050. Donc il faut absolument décarboner ce matériau pour pouvoir réduire nos émissions de CO2. Et il faut le faire à l'échelle globale. On est présent sur le marché européen, mais ce n'est pas suffisant. Notre technologie, on était juste un producteur de matériaux bas carbone. Maintenant, on a créé une technologie bas carbone qui peut être appliquée à toutes les cimenteries à l'échelle globale et qui peut donc décarboner de 70% des émissions globales de CO2. Et c'est une technologie qu'on a créée en France, en partenariat avec des universités françaises, l'ENS Paris-Saclay et l'INSA de Toulouse, par exemple. Et on vient de finir l'investissement. Depuis juillet, on est installé dans notre nouveau labo de recherche et innovation, aussi installé en France, notamment grâce au crédit impôt recherche qui existe en France, qui nous a fait choisir la France plutôt que tous les autres pays où on est présent. Et là, on vient de finir l'investissement de 11 millions. Je dis toujours que si James Bond créait un laboratoire pour le béton, il ressemblerait à celui qu'on vient de construire. Ok. Cette technologie, elle s'appelle ACT, c'est ça? ACT, oui, ACT. ACT. Oui. ACT. Advancement Technology. Agissons, effectivement. Je vais donner quelques chiffres concernant Ecosem, créé en 2000, 4 usines, 2 terminaux en Europe de l'Ouest, dont Fos-sur-Mer et Dunkerque, dont j'ai parlé tout à l'heure. Chiffre d'affaires 2024, 232 millions d'euros et une production de 2,4 millions de tonnes de ciment et d'addiction minérale par an. Vous dites aussi avoir économisé 18 millions de tonnes de béton en Europe grâce à cette technologie, notamment? Oui, donc en fait, chaque fois que nous produisons une tonne de ciment bas carbone, ça remplace la production d'une tonne de ciment traditionnelle qui produit 800 kilos, presque une tonne de CO2. Ça dépend des pays. La France est d'ailleurs assez efficace. Les cimentiers français ont bien travaillé dans le passé. Mais maintenant, il faut découpler cette réduction. Et c'est ce qu'on arrive à faire. On a déjà des ciments qui sont entièrement décarbonés. Par exemple, on a fourni le village des athlètes avec quasiment zéro pour les ciment Jeux traditionnel pour les Jeux Olympiques. On est présent sur toutes les lignes du Grand Paris. Toutes les constructions permanentes des Jeux Olympiques, on les a fournis aussi. Autour de Marseille, on ne chôme pas non plus. Fos-sur-Mer, Aix-en-Provence, tout ça, on fournit jusqu'à Lyon, jusqu'à Toulouse, jusqu'à Bordeaux. Mais on a oublié de le dire. Qu'est-ce qui définit un ciment bas carbone? Je comprends bien le concept, mais qu'est-ce qui permet de dire ce ciment-là, voilà, il est bas carbone et c'est l'avenir? En fait, il n'y a pas de définition officielle pour un ciment bas carbone. Donc pour nous, c'est au moins une réduction de 70%. Et alors, comment vous le faites? On a énormément notre technologie antérieure, jusqu'à il y a quelques années, c'était on utilisait un coproduit de la production de l'acier et on transformait en ciment décarboné et on le vendait aux bétonniers qui remplaçaient ça remplaçaient le ciment traditionnel avec ça. Ça s'appelle du laitier moulu de haut fourneau. On appelle ça de l'Ecosem, c'est plus simple. Et donc, les bétonniers utilisaient ça pour remplacer le ciment carboné et donc décarboner le béton. Mais le problème avec ce matériau qui est extrêmement performant au niveau technique, très durable, très résistant, il est aussi décarboné et en plus il a des avantages architectoniques, c'est-à-dire qu'il a une couleur beaucoup plus claire et beaucoup plus lisse qu'un ciment traditionnel. Maintenant, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on sait que le GIEC nous dit qu'il faut réduire nos émissions de CO2 de 50% d'ici la fin de cette décennie. Et il n'y a assez de ce produit au monde que de remplacer 10% de la production du ciment. Donc, il y a 7 ans, 8 ans, je crois, on a installé notre équipe R&D, donc 100% autofinancé avec les profits créés grâce à notre activité économique sur les différents marchés européens, qu'on a réinvesti dans la recherche et le développement. Pour trouver une autre solution. Oui, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé, quand je dis on, c'est surtout l'équipe innovation, j'ai très peu participé au développement technique de ces produits, mais ils sont arrivés à augmenter l'efficacité des produits traditionnels qui existent dans la norme béton et ciment aujourd'hui et qui fait qu'on peut utiliser beaucoup moins de ces matériaux et que donc on peut utiliser ça sur beaucoup plus de mètres cubes de béton.
Mais aussi, on a un partenariat avec Titan en Grèce. Et là, il y a de la roche volcanique. Et le Panthéon dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça, c'était construit par les Romains il y a 2000 ans avec de la roche pozzolanique. Donc, c'est une technologie qui existait et qui maintenant revient en avant grâce à ces atouts de décarbonation et le potentiel de décarbonation que ça donne à l'industrie cimentière. La ligne ACT, c'est ça, de Dunkerque, elle a ouvert il y a combien de temps? Combien de tonnes de ciment elle peut produire par an? Et à quel point ça peut changer la donne par rapport aux défis que vous décriviez à l'instant? Oui, donc on a 2 usines en France, une à Fos-sur-Mer, une à Dunkerque, et ils produisent notre technologie antérieure et continuent à le produire aujourd'hui. D'ailleurs, on est un des seuls cimentiers français, on est le seul cimentier français à faire de l'export. La moitié de la production de Dunkerque va en Angleterre, par exemple. On est en train d'investir 50 millions avec l'aide de France 2030 et de la ville de Dunkerque et de la région du nord de la France qui ont contribué à cet investissement. On est très reconnaissant au gouvernement français et les gouvernements locaux pour cette aide. Et ça va nous permettre d'augmenter notre capacité et de produire des tonnes de technologie ACT pour pouvoir le prouver à l'échelle industrielle. On l'a déjà prouvé à l'échelle locale. On a fourni je ne sais plus combien de projets en Angleterre, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, etc. Donc on a extrêmement d'expérience. La chose, c'est qu'on est une société privée. On survit grâce à notre performance économique. Et pour réinvestir cet argent, il a fallu qu'on crée d'abord. Et je dis toujours qu'on a un excellent accompagnement de nos banques françaises, mais je dis toujours, pour emprunter de l'argent, il faut d'abord prouver qu'on n'en a pas besoin. Effectivement. Et donc là, j'essaye de bien comprendre, mais pour aller plus loin, toujours par rapport à l'objectif que vous disiez, c'est-à-dire là, il y a quand même besoin d'un soutien d'argent public pour essayer d'aller encore plus loin, de passer encore plus à l'échelle, c'est ça? Oui, on a récemment été invité à Choose France, qui est qui donne une vitrine pour la France pour l'investissement étranger. Et donc c'est l'investissement qu'on va faire en France est de 170 millions. Maintenant, on peut le faire tout seul et aller très très doucement, ou on peut le faire avec de l'aide économique de la France et de l'Europe. C'est un accélérateur. C'est un accélérateur. Et on n'a pas le temps de se reposer quand on fait face au changement climatique. On voit dans les médias, très récemment, ce qui s'est passé en Jamaïque, l'augmentation de la destruction que fait le changement climatique. Il faut accélérer de manière la plus rapide possible. Et cette technologie, on ne va pas la garder pour nous. L'intérêt de cette technologie et l'avantage principal de cette technologie, c'est qu'elle peut être appliquée à n'importe quelle cimenterie du monde, très très rapidement, et sans coût supplémentaire par rapport à la production. Donc ça veut dire qu'elle sera en open source, cette technologie? Elle ne sera pas en open source parce que... Il y aura quand même un... Bien sûr. Alors l'acheter quand même? On est une société privée, mais ce n'est pas seulement la seule raison. L'autre chose, c'est qu'on est à 70% de réduction grâce à cette technologie. C'est pas suffisant. C'est suffisant pour atteindre les cibles de l'an 2030 et 2050, mais c'est pas suffisant pour zéro émission. Donc, notre laboratoire qu'on vient de finir de 11 millions et nos partenariats avec les unités françaises, européennes, on a aussi des partenariats avec 11 universités à travers le monde, mais il faut qu'on crée acte 2. Acte 3, acte 4, pour arriver à zéro CO2. Et dans notre laboratoire de recherche et innovation, ils ne travaillent plus sur acte. Acte, c'est bon. Ça marche. Là, ils travaillent sur acte 2, sur encore réduire la production de CO2 par tonne de ciment. Et on est sur maintenant des voies d'investigation, je ne sais pas comment dire en français, mais de recherche qui pourraient faire des bétons qui absorbent le CO2. Donc, qui seraient des bétons avec un chiffre de CO2 négatif. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le donner en open source, puisqu'on a dépensé presque 100 millions sur la recherche et le développement à ce jour.
Donc, c'est extrêmement important. Et donc, on a besoin d'être économiquement viable pour pouvoir réinvestir nos profits. Ça rejoint une question qui est de celui qui était à votre place la semaine dernière, Yann Géano, qui est le président de La Forêt France, qui voulait justement vous questionner autour de l'innovation et la compétitivité. On l'écoute. Bonjour Connor, j'ai une question pour vous. Comment fait-on pour innover tout en maintenant sa compétitivité ? C'est vaste. Innover tout en maintenant sa compétitivité. Vous avez commencé à y répondre, mais il y a un moment où vous, forcément, les choix que vous faites d'investissement, vous dites quoi ? Si on ne les fait pas, on perdra des marchés à terme ? Ou alors, il y a l'engagement environnemental, je ne le mets pas en doute, mais vous voyez ce que je veux dire ? Comment vous liez l'innovation, ce que ça vous coûte d'essayer d'inventer les bétons du futur, et puis la compétitivité aujourd'hui ? Donc, c'est une excellente question. Et ça vient vraiment à l'ADN d'Ecosem. On a toujours été innovant et toujours été compétitif. Et donc, l'innovation est une nécessité. Maintenant, comment on fait pour garder notre profitabilité tout en innovant, en créant de nouvelles solutions et en réinvestissant dans la recherche et le développement? Un des grands freins en France et en Europe, c'est le système normatif. Et il faut que ce système change de manière beaucoup plus rapide pour pouvoir permettre aux innovateurs... Un exemple de frein. En quoi les règlements français ou européens freinent finalement votre innovation ou mettent en péril votre compétitivité si vous voulez continuer à investir? Je vais vous dire, donc Act, on aurait pu construire cette usine il y a 5 ans si on avait des normes qui nous permettraient de l'utiliser. Mais on a mis plus de 5 ans à aller sur des commissions de normes, commissions de ci, commissions de ça. On a une équipe entière chez Ecosem qui ne font que ça, qui ne font que de parler au gouvernement français, au gouvernement européen, aux commissions techniques, etc. Pour s'assurer qu'on est dans les clous et qu'on respecte les normes. Oui, pour qu'on puisse changer les normes de manière beaucoup plus rapide. Ouais. Dans un environnement... et l'Europe, la France, l'avantage de ces technologies par rapport à la France, c'est que la France va économiser des millions de tonnes de CO2. Et ça va être économiquement très important. Donc la France a intérêt à implémenter ces technologies, l'Europe aussi. Et donc, faire être attractif pour les innovateurs nécessite dans toutes les industries, dans tous les trucs de pouvoir accélérer ces systèmes. Sinon, on va les perdre aux États-Unis. Par exemple, la norme de ACT, on n'a même pas de système de production aux États-Unis, on a déjà une norme aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup plus rapide à transformer les normes. Et il faut transférer un peu de cette façon de travailler en Europe. Mais est-ce que vous gagnez des marchés grâce à cette offre de ciment bas carbone? Non. Pour être très honnête, il faut d'abord être économique, performant, et une fois qu'on a couvert ces deux bases-là, on peut être bas carbone. Mais le bas carbone tout seul, nos plans de retour sur investissement, on n'inclut aucun green premium ou un premium écologique. Il faut faire face à la réalité, et à la réalité aujourd'hui, c'est que les marchés, quels qu'ils soient, ne sont pas prêts à payer pour des produits bas carbone s'ils sont plus chers ou moins performants. Et donc, on travaille dans cette réalité, et heureusement, on a réussi à faire des produits qui correspondent à tous ces critères. Vous dites à propos de cette technologie ACT, il ne s'agit pas seulement d'une solution, mais de regarder plus loin que ça. Seule une approche globale peut faire diminuer les émissions dans un des secteurs les plus polluants. L'approche globale, ça veut dire quoi? Ça veut dire les ressources naturelles, la consommation, votre propre consommation d'énergie, je ne sais pas, la consommation d'eau, par exemple. Qu'est-ce que vous entendez par approche globale? Toutes les choses que vous avez dit. mais l'approche globale, il y a l'approche globale, donc la réduction de consommation de produits polluants, mais l'approche globale, c'est-à-dire que si on fait 0 CO2 sur chaque tonne en France, ça ne change rien au changement climatique. Il faut que cette technologie soit applicable partout dans le monde, et il faut qu'elle soit partagée partout dans le monde de manière la plus rapide possible. Maintenant, on a un avantage, c'est que cette technologie est aussi économique par rapport à la production d'un ciment traditionnel. Donc même si le CO2 n'était pas... Parce qu'on est plus efficace. On augmente l'efficacité des matériaux. Et donc même si le CO2 n'existait pas, on a quand même inventé la meilleure façon économique de fabriquer du ciment. Donc
quand je dis on, c'est encore une fois notre équipe recherche et innovation qui a fait ça. D'ailleurs, ce labo-là, vous avez dit James Bond s'y reconnaîtrait. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est dans l'Essonne, ce laboratoire. Oui, il est incroyable. Il est 5 fois plus grand que notre laboratoire traditionnel. On a tous les équipements qui nous permettent de créer les nouvelles performances et surtout de les tester et de les tester en grandeur nature. C'est-à-dire, il faut pas, quand ça marche dans un labo, c'est 10% du travail. Hein. Il faut le faire marcher dans le vrai monde, dans les vraies conditions climatiques, hiver, été, mouillé, sec, etc., etc. On a aussi un broyeur expérimental qui nous permet d'utiliser des produits qui ne sont pas encore reconnus dans la norme ciment, qui ne sont pas encore acceptés par les cimentiers. Par exemple, il y a quand les sidérurgistes vont basculer vers des fourneaux à arc plutôt que des fourneaux, des blast furnaces, des hauts fourneaux, on va pouvoir utiliser ce coproduit. On sait déjà le faire. Mais pour augmenter notre vitesse à laquelle on peut implémenter ces solutions techniques dans le vrai monde, il faut qu'on ait la liberté de broyer ces produits. Et c'est ce qu'on a avec notre nouveau labo à Chili. C'est-à-dire que vous anticipez. Pour l'instant, c'est pas légal. Ou en tout cas, ça n'a pas été normé, réglementé, mais vous vous dites, ça viendra forcément, c'est ça? Oui, on a une blague chez Ecosem, c'est qu'on a toujours 20 ans d'avance sur le marché. Et c'est presque négatif des fois, parce qu'en 2007-2009, c'était un désavantage de s'appeler Ecosem, parce que personne voulait de l'environnemental. Il voulait du prix et avec de la performance. Donc, c'est d'ailleurs mon père qui a créé la société, qui a eu cette vision quand il a vu le traité de Kyoto. Et on est en avance, il faut qu'on soit en avance, parce que le temps de créer cette solution et de la faire passer par le système normatif, il faut au moins 5 ans. Donc il faut qu'on commence déjà hier à travailler sur les projets de demain. Mais alors je reviens au secteur du bâtiment, vous disiez c'est quand même d'abord le prix. On est quand même dans un secteur, on avait la question d'un des professionnels de l'immobilier avec le patron de la Forêt France tout à l'heure, Yann Géano, mais c'est un secteur en difficulté, le secteur du bâtiment, en France notamment. Donc, en France, en ce moment, oui. Donc, est-ce que ils vous regardent de temps en temps en disant vous êtes bien gentil avec vos solutions bas carbone, mais c'est pas notre priorité. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai bien compris votre argument, qui consiste à dire on est d'abord au prix du marché, on est efficace, on a un produit qui marche, etc., etc. Mais est-ce qu'ils vous prennent pas un peu pour un extraterrestre de temps en temps? Pas du tout. On a énormément de support de l'industrie française et des constructeurs parce qu'ils savent que il n'y a peut-être pas de réglementation aujourd'hui, mais elle va venir demain. Et eux, ils veulent être prêts aussi. Et eux aussi, ils ont des énormes targets, ça se dit en français. Des objectifs. Des objectifs, merci. Des objectifs de décarbonation. Et ils sont très sérieux à ce sujet. Un de nos actionnaires, Saint-Gobain, par exemple, a d'énormes projets de décarbonation grâce, entre autres, à nos technologies. Mais Vinci, Bouygues, Eiffage, tous ces acteurs travaillent avec nous pour contribuer au développement de ces technologies. Et d'ailleurs, l'État français, à travers le Grand Paris, par exemple, nous permet d'appliquer des solutions innovantes. Parce qu'ils mettent un critère, pardon, vous interromps, ils mettent un critère d'éco-conception ou de bas carbone dans les matériaux qui vont être utilisés sur les chantiers du Grand Paris, par exemple. Oui, et ils ont un énorme pouvoir et qu'ils utilisent de très bonne façon. C'est-à-dire, en tant qu'acheteur, on peut insister, on peut demander une augmentation de performance à nos clients pour les faire travailler dans le bon sens. Et ils prennent cette responsabilité très au sérieux. Donc le Grand Paris, les gens qui ont construit les Jeux Olympiques, Sodeco, je crois, et donc ils ont donné à leurs fournisseurs d'énormes objectifs de décarbonation qui a fait qu'ils ont travaillé pour atteindre ces objectifs, pour avoir ces marchés. Donc je suis très content de dire que l'ambiance en France, l'atmosphère en France est très ouverte à solutions, pas seulement aux nôtres, mais aux solutions de décarbonation en général, et qu'on travaille dans le bon sens. Maintenant,
on ne va pas assez vite. Ouais. Il faut accélérer cette décarbonation. Alors, je reviens à cet enjeu justement de réglementation, de poids de l'administration en France. Je ne sais pas si vous avez vu ce film L'inconnu de la Grande Arche qui raconte, c'est une histoire vraie, hein, le destin de cet architecte danois qui remporte l'appel d'offres à la surprise générale pour construire la Grande Arche de la Défense. Ouais. Bon. Et qui arrive en France et qui se retrouve confronté à pas mal de délices de la politique française, mais aussi de l'administration française, de solutions qui, lui semblent parfaites, qui sont mises en œuvre aux États-Unis et qui sont interdites en France, par exemple. Est-ce que vous êtes encore confronté à ça aujourd'hui ? Je dirais que le système normatif a ses problèmes, mais de manière générale, les ingénieurs français, je pense que la Grande Arche de la Défense, c'est 90, 80, ça fait longtemps. Ça commence au début des années 80. Oui. Donc, et l'inauguration, c'est 89. Oui, mais vous avez des projets en France qui sont incroyables. Le pont de Millau, Oui. la société Le Grand Millau. Paris, Oui. c'est des projets qui demandent une ingénierie et des solutions inventées sur place, etc. Donc la France n'a pas à s'inquiéter par rapport à sa performance. D'ailleurs, les acteurs français... C'est pas la performance, c'est le temps. C'est le temps qu'on prend pour monter un projet, à cause parfois des réglementations. Ouais, je suis un peu partagé parce que moi, J'adore, on a un Irlandais qui défend les normes à la française, c'est super. Hier, j'étais à l'ambassade française en Irlande et j'étais en train de défendre le mois d'août en France. C'est bien ça. Non, c'est les entreprises françaises. Dans mon expérience, et on est ici depuis 2009, mon expérience, c'est que les entreprises françaises sont beaucoup en avance. Et d'ailleurs, qui sont reconnus mondialement. Les acteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, ils ne travaillent pas qu'en France, ils travaillent dans le monde entier. Et sont très sérieux. Maintenant, eux aussi, ils sont acteurs dans ce combat de développer des systèmes normatifs qui sont plus accueillantes pour l'innovation. Et on est très content de les avoir à bord, parce que plus il y a de gens qui poussent, plus c'est facile à pousser. Merci beaucoup, Conor O'Ryan, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, c'est notre rubrique Startup et Innovation avec Théo Roussely. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Fredo, créé en février 2021 avec Thomas Randolph. Et avec quelle idée? C'est quoi Fredo? Alors Fredo, c'est une solution de vélo en libre-service sans borne. L'idée, c'est de se défausser des bornes de restitution qui sont principalement présentes sur des systèmes qui existent dans les métropoles. Ouais. Et nous, notre objectif, notre idée, c'est de venir équiper des territoires qui ne sont pas des métropoles, qui n'ont pas forcément les mêmes budgets, qui n'ont pas les mêmes problématiques, avec une solution de cadenas connectés. Donc on vient mettre des cadenas connectés sur des vélos pour en faciliter l'usage. Ouais. Vous êtes déployé dans où, pour qu'on ait quelques exemples, quelle taille de ville, quel service vous proposez? Alors on est déployé dans à peu près 25 collectivités. C'est des collectivités qui vont être entre 20 et 100 000 habitants. Donc voilà, on est principalement en Haute-Savoie, à la frontière suisse, par exemple à Annemasse, à Bonneville. On est à côté de Clermont, à Issoire, dans le nord de la France également. Donc voilà, on rayonne un petit peu sur le territoire. Ouais. Avec des collectivités qui veulent quoi? Qui veulent améliorer la mobilité douce? C'est quoi les objectifs de vos clients en fait? Ouais, alors il y a des objectifs qui sont assez différents finalement sur les collectivités. Il y a des collectivités qui veulent principalement proposer une offre touristique. D'autres, ça va vraiment être pour proposer une solution alternative au déplacement carboné pour l'intégralité de leurs administrés. Donc on est vraiment sur des objectifs qui sont différents pour le coup. Ouais, alors le principe donc sont ces cadenas collectés. Comment ça fonctionne? Quels avantages pour vos clients? Alors l'avantage principal, c'est que les clients vont se défausser des bornes de restitution. On vient s'appuyer sur des arceaux qui sont déjà existants. Le cadenas connecté, l'avantage, c'est qu'il va pouvoir se mettre sur n'importe quel type de vélo. Il fonctionne avec une application mobile pour l'utilisateur qui va pouvoir le déverrouiller, restituer le vélo à des endroits précis qui sont définis par la collectivité. Et donc voilà, donc le cadenas connecté vraiment permet de venir s'appuyer sur des arceaux donc déjà existants, enfin sur des vélos déjà existants, mais sur des vélos qui peuvent être électriques, sur des vélos de seconde main, sur des vélos cargo. Donc on est vraiment le cadenas et le moyen de partage et on n'est pas tributaire d'un modèle de vélo particulier. Ouais. Ça pourrait se vendre aux particuliers aussi, directement.
Alors, initialement, c'était notre idée, faire du partage de vélos entre particuliers quand on l'a créé il y a 5 ans. Mais au final, on s'est rendu compte que voilà, les territoires, il y avait des réels besoins en équipement sur ce type de mobilité douce. Aujourd'hui, il n'y a que 50% du territoire français qui sont équipés ou qui ont accès à de la location longue durée ou des vélos en libre service. Donc, notre objectif, c'est d'augmenter cette part. Ouais. Donc, vos clients, ce sont les collectivités. Ça peut être des entreprises aussi, des PME, par exemple? Oui, tout à fait. Donc initialement, on travaille vraiment avec les collectivités, mais on a équipé aujourd'hui à peu près 80 entreprises sur des flottes de vélos qui vont entre 5 et 60-70 vélos pour des problématiques du style des déplacements intersites, des déplacements intrasites, pour des rendez-vous professionnels, la pause du midi. Voilà, le vélo, elle va en poupe aussi au sein des entreprises. Avec quel coût? Qu'est-ce que ça représente pour une collectivité ou une entreprise? Alors, les tarifs sont assez différents. Sur la solution de cadenas connecté, on va être entre 20 et 30 euros par mois par cadenas pour une solution complète avec la location du cadenas. On s'occupe aussi de toute la partie support. Sur la partie collectivité, on va être un petit peu plus cher, entre 40 et 50 euros par mois par cadenas. Donc voilà, ça va vraiment dépendre des besoins de la collectivité. Il se trouve aussi qu'on travaille aussi beaucoup avec des collectivités qui ont déjà des flottes de vélos. Donc l'idée, ça va être aussi de pouvoir valoriser un parc de vélos déjà existant pour faciliter le partage, ou tout simplement, voilà, il y a des collectivités qui ont des grandes flottes de vélos de location longue durée qui ne sont pas forcément tout le temps utilisées. Donc avec notre solution, on va pouvoir valoriser ces vélos-là et en faire une solution de vélo en libre service. Ouais, effectivement. Avec, il nous reste 1 minute, faut quand même parler de Groupama, parce que c'est à la fois un actionnaire minoritaire de Fredo, et en même temps, c'est quoi? L'idée est née au sein de Groupama, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec Thomas Randolph, du coup, mon associé, on a fait notre stage de fin d'études il y a plus de 5 ans maintenant, au sein de la cellule innovation de Groupama en Alpes-Auvergne. C'est un fonctionnement assez particulier. Du coup, on avait 6 mois pour développer un service innovant. On l'a présenté à la direction. On a eu l'opportunité d'avoir un CDD, un budget, et ensuite on a quitté Groupama, ce qui nous a permis de lancer notre aventure entrepreneuriale avec le chômage, qui nous a permis de continuer à avancer. Ouais, effectivement. Et Groupama qui reste un actionnaire minoritaire de Fredo. Merci beaucoup Théo Risly, et bon vent à votre entreprise, bon vent à Fredo. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à très vite. Salut.